Nous sommes le jeudi 19 septembre, ici Danick Julien. Voici votre bulletin d'information Info CJSR de la saison automne 2024. Ce soir, nous parlerons de la fête d'Auvergne et également d'autres dossiers de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Des travaux importants sont terminés à la chapelle du lac à Fossambeau. On en parle avec Martin Rochette. Nous parlerons avec Maude Grenier et Karine Tessier de l'usine Alcoa de Deschambault d'une formation pour les femmes. Et finalement, on discute des nombreuses activités qui auront lieu ce week-end dans Port-Neuf. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à Info CJSR en ce 19 septembre. Nous allons parler de Sainte-Christine d'Auvergne avec le directeur général, M. Stéphane Genois. Bonsoir, M. Genois. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Ça me fait plaisir. M. Genois, vous êtes en activité depuis le mois de mars 2024 en tant que directeur général de Sainte-Christine d'Auvergne. Dites-nous justement, parce que c'est votre première expérience en tant que directeur général, ça se passe bien là, là-bas? Oui, ça se passe très bien. J'ai eu la chance d'avoir une équipe vraiment hyper compétente. Ils sont super autonomes, ils se débrouillent beaucoup, ils sont multitâches. Alors, je suis vraiment choyé d'avoir toute cette équipe-là pour m'appuyer dans mes nouvelles fonctions. Alors, ça m'aide énormément. Et justement, vous avez plusieurs fonctions et là, vous avez la fonction d'être en entrevue avec nous ce soir. Et justement, il y a à Sainte-Christine d'Auvergne plusieurs activités, en fait, dans la même journée, là, la journée du 21 septembre. C'est la fête d'Auvergne entre 11h et 16h. Vous invitez toute la population? Tout à fait, oui. La fête d'Auvergne est vraiment un rassemblement municipal pour tous les jeunes de notre communauté. Et on fait un petit spécial aussi pour inviter, recevoir les nouveaux arrivants qui sont établis à Sainte-Christine d'Auvergne depuis dans le cours de l'année. Là-dedans, justement, pour la fête d'Auvergne, on voit les pratiques. En fait, à 13h, il y a une aventure de pirate, j'ai l'impression. Également à 15h, toast d'accueil pour les nouveaux résidents, comme vous venez de nous le mentionner. Et sur place, entre 11h et 16h, il y a des exposants, des hot dogs gratuits, rallye actif, des jeux gonflables. Et d'ailleurs, pour les hot dogs, ils sont servis par Louis Bolduc, qui est un jeune citoyen là, de chez vous, je pense. Oui, effectivement, il fait partie de l'équipe de soccer qui va aller jouer en Espagne dans les prochains mois. Oui. Alors, le collègue de fonds, nous, on les a invités à venir servir les hot dogs. Alors, les gens sont invités à donner des dons pour l'équipe de soccer là, pour contribuer au financement de leur voyage. Et la fête d'Auvergne, est-ce que vous la faites à chaque année? Oui, ouais? C'est un événement qui est récurrent d'année en année. Alors, c'est super apprécié de nos citoyens. Ils adorent ça. Ça permet aussi de renforcer l'esprit de communauté qu'on a à Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, c'est un événement super apprécié. Et j'aimerais peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant pour la fête d'Auvergne. Oui. Il va y avoir une consultation publique pour une politique familiale des aînés. Oui. Ça mange quoi en hiver, ça? La politique familiale aînée, la consultation publique, c'est vraiment pour voir les besoins de nos citoyens, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils veulent voir dans leur municipalité, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, les activités qu'ils veulent qu'on produise, connaître le besoin également. Alors, c'est une consultation publique qui touche à plusieurs facteurs
pour nous aider à mieux saisir les besoins des aînés et des familles. Là. Vraiment connaître leurs besoins, par la suite travailler à répondre à ces besoins, effectivement. Donc ça, c'est en accord avec la volonté de Sainte-Christine d'être encore plus communautaire et Tout à fait. dans sa communauté? Oui, bien Sainte-Christine, ça veut une municipalité d'accueil géniale. On n'est pas beaucoup. Fait qu'on tisse quand même des liens quand même importants. Et c'est important pour nous de connaître nos citoyens, connaître leurs besoins, les attentes. Alors c'est vraiment pour ça, la politique famille aînée, on la met de l'avant et on travaille beaucoup avec cette politique-là. Combien d'habitants à Sainte-Christine-d'Auvergne? Présentement, selon les derniers recensements, si ma mémoire est bonne, c'est 687. OK. Et justement, c'est une ville qui est active. Je sais que l'hiver aussi, vous avez des fêtes familiales. Là. On entend souvent parler de la fameuse course de souffleuse. Je pense qu'elle a eu lieu cette année encore une fois. J'aimerais peut-être continuer un peu sur la consultation publique parce que faut quand même que les gens soient au courant. Je crois que c'est seulement entre 11h et midi là, qu'on peut... C'est vraiment effectivement dans cette plage horaire-là, de 11h et midi, que la consultation va avoir lieu. Il va y avoir une table destinée à recueillir les informations. Alors, on le rappelle, pour la fête d'Auvergne, c'est plusieurs choses qui sont présentées. On a les piratesques aventures à 13h, à 15h, le toast d'accueil des nouveaux résidents. Et comme je vous ai dit, une multitude d'activités pour la suite. Pour la consultation publique, on s'entend que ça s'adresse seulement aux gens qui résident à Sainte-Christine-d'Auvergne, naturellement. Oui. Monsieur Genois, je vais quand même profiter de la chance de vous avoir avec nous en studio ce soir pour parler justement, vous êtes depuis mars à Sainte-Christine-d'Auvergne. Parce qu'on le sait qu'il y a quand même dans les villes de Portneuf, être directeur général, c'est quelque chose qui est quand même en demande. Le travail de directeur général, ça ressemble à quoi, là, vous qui êtes là-dedans depuis à peu près 6 mois? Là? Depuis 6 mois, c'est un travail qui se veut hyper polyvalent. Ouais. L'ADMQ, qui est l'Association des directeurs municipaux du Québec, a fait une petite vidéo sur le sujet qui, dans le fond, qui démontre la polyvalence, les besoins de connaissances multiples qu'on doit avoir. C'est pour ça que mon équipe est essentielle parce qu'il faut jouer avec 42 lois, 42 règlements. Il faut être expert en gestion de personnel jusqu'en gestion de projet, des connaissances en voirie, en administration, en droit, en urbanisme. Alors, on touche vraiment à toutes les facettes d'une ville. C'est hyper, hyper complet, très diversifié. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est un travail vraiment fantastique, très motivant et super agréable. Et il faut dire aussi, parce qu'il y a des téléspectateurs, il y a des gens qui peuvent penser, OK, bon, un maire va prendre des décisions pour la ville et il va les mettre en application. C'est souvent plus, les conseils municipaux prennent les décisions et c'est les directeurs généraux qui ensuite font le travail pour que ça se réalise. C'est comme ça que ça fonctionne. Effectivement, le conseil municipal est là vraiment pour orienter les municipalités. Ouais. Le maire a un pouvoir et un devoir de surveiller, dans le fond, la gestion municipale. Au niveau de l'équipe d'administration de la municipalité, nous, on est là pour concrétiser les décisions du conseil, les souhaits du conseil, les orientations du conseil et s'assurer que la gestion municipale est bien faite et que tous les argents sont bien utilisés, que notre temps est bien utilisé, donner le plus de services possible avec les revenus qu'on a, avec les moyens qu'on a à nos citoyens. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous en studio. Peut-être faire un rappel, la fête d'Auvergne, ça a lieu ce samedi. Samedi le 21, effectivement. Entre 11h et 16h. Oui. Et justement, c'est gratuit pour tout le monde. Effectivement, oui. Alors, l'invitation est lancée. Je vous remercie, M. Genois, d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir, M. Julien. Alors, on va poursuivre à Info CJSR. J'ai été un peu plus tôt cette semaine à Fossambeau sur le lac. Faut savoir que, ce territoire-là est très près de Portneuf et il y a à la chapelle du lac, à Fossambeau, des spectacles qui sont diffusés presque à chaque fin de semaine lorsqu'on est dans la saison estivale. Là, il reste encore quelques spectacles de la programmation. Et cette chapelle-là a été complètement restaurée pour se transformer en salle de spectacle. Ça a commencé
en 2021 lorsque la corporation a pris justement la chapelle sous son aile. Il y a eu beaucoup de rénovations qui ont été effectuées dans les dernières semaines. J'ai parlé avec M. Martin Rochette, qui est le directeur de la corporation et directeur de la programmation de la chapelle. Voici mon reportage. Ouverte depuis 4 ans à Fossambeau-sur-le-Lac, la Chapelle du Lac a subi plusieurs transformations afin d'offrir aux citoyens de la région un lieu culturel invitant. Cette année, la programmation était remplie d'artistes très appréciés des Québécois, tels qu'Alexandre Barrette, Marjo et France d'Amour. Les spectacles ne sont d'ailleurs pas terminés, comme les Sœurs Boulay vont performer le vendredi 20 septembre et Linda Lebé, elle, présentera 2 spectacles les 27 et 28 septembre prochains. Le président de la Chapelle du Lac et directeur de la programmation, M. Martin Rochette, est fier de voir que les spectacles fonctionnent très bien, avec beaucoup d'entre eux qui font salle comble. 2024, exceptionnel. On a pratiquement des salles combles dans pratiquement tous les spectacles cet été. Là, on a commencé le mois de septembre en grande avec Ingrid Saint-Pierre, la semaine dernière, vendredi dernier. Un spectacle aussi avec une salle complètement pleine. On poursuit vendredi avec les Sœurs Boulay aussi. C'est tout vendu, les billets sont tous vendus. Et on complète la saison avec nous l'autre que Linda Lemay. 2 représentations, le 27 et le 28. Alors, c'est une des plus grandes chanteuses à texte de la francophonie. Alors, elle est parmi nous le 27 et 28. Il reste encore quelques billets pour ceux qui sont intéressés. Vous allez sur lepointdevente.com. Dans l'outil de recherche, vous tapez La Chapelle et vous pouvez acheter les quelques billets qui restent. Il faut savoir que Linda Lemay va être au mois de novembre à l'Olympia de Paris pour une 64e fois. Alors, c'est l'artiste québécois qui a fait le plus de fois l'Olympia de Paris. Dans les dernières années, la chapelle a reçu beaucoup d'amour et d'amélioration. Une terrasse a été construite, ainsi qu'un pavillon d'accueil muni d'un bloc sanitaire. En plus de ça, afin de bonifier l'expérience spectacle, la chapelle s'est départie des traditionnelles bancs d'église pour faire l'ajout de tables et de chaises. Au dire de M. Rochette, la formule cabaret a été priorisée. On l'entend à nouveau à propos de ce qui a été fait pour cette année. Bon, cette année, les travaux ont été surtout faits à l'intérieur de la chapelle, même s'il y a eu des travaux assez mineurs à l'extérieur, mais c'est surtout à l'intérieur. On a isolé finalement le plafond. Alors, on a enlevé le lambris d'origine dans la grandeur de la chapelle, puis on a remplacé, on a isolé, puis on a remplacé le lambris. On a aussi, sablé toutes les poutres, tous les murs, reverni le tout. On a également isolé le plancher, parce que maintenant, contrairement aux années passées, on a une salle qui est climatisée. C'est un gros plus pour le soir des spectacles, parce que par les années passées, il y a certaines soirées d'été où c'était très chaud dans la chapelle. Alors maintenant, la salle est climatisée. Puis elle est également chauffée les journées plus froides. C'est sûr qu'on n'ouvre pas 4 saisons, mais possiblement que l'an prochain, on va commencer notre saison plus tôt, c'est-à-dire peut-être en avril, et on va la compléter plus vers la fin octobre. En raison de ces changements de climatisation, la chapelle pourra ouvrir ses portes plus tôt dès la fin du printemps et les fermer plus tard en automne. C'est pourquoi cette année, un spectacle de Noël sera présenté le 23 novembre, mettant en valeur le quatuor Quartum. Les travaux ne sont pas terminés. La corporation qui gère la chapelle a d'autres projets pour la saison de 2025. L'an prochain, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que la salle soit complètement meublée de ce type de table-là avec des chaises. Alors, on peut rentrer environ 120 personnes assis confortablement sur le parterre. Et on a aussi en arrière, dans le jubé, encore 16 tables, ou pas 16 tables, mais plutôt 4 tables avec 16 chaises. Alors ça, c'est un plus. Puis on veut aussi, en avant ou la scène, la surélever environ de 8 à 10 pouces, de telle sorte que les spectateurs à l'arrière aient une meilleure vue. Alors, et on pense aussi ajouter peut-être de l'éclairage pour la scène pendant les spectacles. Alors ça, c'est nos projets concernant la salle de spectacle pour la saison 2025. Martin Rochette est heureux de voir que de plus en plus de personnes situées à l'extérieur de Fossambeau achètent des billets pour voir le spectacle proposé. Beaucoup de personnes de Portneuf se déplacent, selon ses dires. Ça rejoint aux besoins. Les besoins sont exprimés de la population ici de Fossambeau, mais aussi à l'extérieur de Fossambeau, parce que 40 des billets sont vendus à Fossambeau, mais 60 sont vendus à l'extérieur de Fossambeau. Oui. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ça intéresse des gens à l'extérieur de Fossambeau, des gens de Québec, de Saint-Raymond, de Shannon, de Sainte-Catherine. Alors, c'est très apprécié
la population cette salle de spectacle ici à Fossambeau. Il n'y a plus seulement des spectacles présentés à la chapelle. 2024 marque la deuxième année d'une collaboration qui amène l'art visuel dans les murs du lieu culturel. Cette année, c'est la deuxième année qu'on l'a fait en collaboration avec la Galerie d'art Yvon Desgagnés de Baie-Saint-Paul. Alors, on a 4 peintres de renom qui exposent leurs toiles cet été à la chapelle. Puis on a aussi un coin collectionneur où c'est des collections privées. Alors, les gens peuvent avoir du Richard, du Le Sauteur. Alors, c'est intéressant pour ceux qui viennent visiter la chapelle, voir, constater l'état des lieux, hein, les rénovations qui ont été faites, puis en même temps, pouvoir visiter l'exposition. Alors, cette année, on ouvre l'exposition pendant tout le mois de septembre, toutes les fins de semaine. Alors, on pense que c'est un bon moment pour les citoyens de venir visiter cette exposition. C'était Danick Julien pour CJSR. Un peu plus tard, dans le bulletin, nous allons avoir une entrevue avec Maude Grenier et Karine Tessier à propos d'une formation industrielle qui est destinée aux femmes. Cette formation a eu lieu à partir de janvier 2024. On en parle dans quelques minutes. Restez des nôtres. Alors, bonsoir Maxime. Bonsoir, Mad. Après un an d'existence, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est devenue une référence dans la grande région de Portneuf. Coudon, t'as sorti ton vocabulaire distingué? Mais c'est important, Maxime, si nous voulons avoir des joueurs de qualité dans nos équipes. Ah, tu parles du recrutement, là? Ouais, on est présentement à la recherche de nouveaux joueurs pour venir se joindre à notre ligue. Alors, comme je disais, nous sommes une référence OK. Donne-moi ça, là. Je vais m'en occuper. On cherche des improvisateurs qui sont disponibles les lundis soirs pour toute la saison d'automne qui va se terminer en décembre. Donc, si tu es un joueur expérimenté, tu ne l'as jamais essayé, tu as le goût de t'amuser, viens te joindre à nous. Oui, mais ça va être important de participer aux ateliers qui seront le 9, 16 et 23 septembre prochain au bureau de CJSR, donc à l'adresse 235 rue Saint-Cyril, le bureau 3. Ah! C'était l'ancienne pharmacie. Voilà. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Merci. Bonne saison. On se dirige maintenant vers Pont-Rouge, la résidence funéraire Claude Charret et Filles, qui opère donc dans ce secteur, a reçu la certification distinction de la Coopération des thanatologues du Québec, dite la CTQ. Le programme vise à mettre en place et à renforcer les meilleures pratiques dans le domaine funéraire. Les étapes et l'examen qui mènent à la certification concernent les opérations quotidiennes et l'offre de services funéraires. L'entreprise a mis en place des procédures afin de s'assurer qu'à chaque moment, les familles endeuillées soient prises en charge de façon professionnelle, conformément à leurs attentes respectives. Pour les propriétaires, Claude et Roxane Charret, cette certification prouve que l'équipe de l'entreprise fait tout en son pouvoir pour prendre en charge d'une bonne façon les familles desservies. La CTQ regroupe plus de 500 entreprises spécialisées en rituels funéraires. Elle a pour mission de promouvoir l'excellence dans les services funéraires, de contribuer au développement professionnel et d'affaires de ses membres et de représenter le domaine funéraire afin de s'assurer que personne n'ait à faire l'économie du deuil. La 7e journée de réflexion en sécurité alimentaire de Portneuf se tiendra le 24 octobre prochain entre 9h et 15h30 à la Maison des Générations de Cap-Santé. Comme lors des éditions précédentes, la journée sera divisée en plusieurs parties. Vous voyez d'ailleurs l'horaire à l'écran en ce moment. Les intéressés peuvent arriver vers 9h et le mot d'ouverture aura lieu à partir de 9h30. À 10h15, une conférence animée par François Régimbald, un chercheur en sécurité alimentaire, sera présenté. Sa conférence se nomme « Le bien-être alimentaire en 5 dimensions », le cas des populations cégepiennes et des personnes aînées. Dans l'explication de cette conférence, on comprend que pour les services en sécurité alimentaire, il est bien important de connaître les types de populations présentes sur le territoire afin de mieux les aider. Un peu plus tard, M. Benoît Deshaies, responsable du développement La Cantine pour tous, proposera une conférence mettant en valeur les services offerts par son organisme.
En après-midi, des initiatives locales inspirantes en transformation alimentaire seront présentées et vers la fin de journée, un atelier sera présenté également. Ce mardi 17 septembre, c'est le fameux projet Zone neutre de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui a été inauguré. On vous en parlait un peu plus tôt cette semaine. La zone neutre se situe dans le stationnement du poste relais de la Sûreté du Québec. C'est à l'intersection de la route de Fossambeau au 4755 route de Fossambeau à Sainte-Catherine. Et elle est mise en fonction dès maintenant. Une zone neutre, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une zone prédéterminée près d'un poste de police ou encore sous enregistrement vidéo, continu 24 heures sur 7, 7 jours par semaine. Et le but d'une zone de rencontre neutre est relativement simple. Un vendeur et un acheteur ayant conclu une transaction peuvent utiliser le site afin que tout se passe bien. Évidemment, il n'y a pas de surveillance policière en tout temps. Par contre, si des choses qui doivent être explorées par la Sûreté du Québec surviennent, ils peuvent aller voir dans les programmes et voir les enregistrements qui ont été faits. Donc, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, c'est très près, justement, là, de l'artère principale sur la route de Fossambeau. Vous venez tout simplement de voir les images. Évidemment, les enregistrements vidéo sont conservés seulement sur une période de 30 jours. La zone est aménagée et bien identifiée par du marquage au sol et une signalisation. Le projet est en partenariat avec la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Un peu plus tôt cette année, nous étions du côté de Saint-Raymond avec les zones neutres. C'était la 5e dans Port-Neuf. Si on compte Sainte-Catherine, on en est à 6 là, dans la région avoisinante de Port-Neuf également. Le concept de la zone neutre existe un peu partout au Canada et on parle autant que de la Colombie-Britannique et l'Ontario. La Sûreté du Québec s'ajoute justement au corps policier pour déployer l'initiative un peu partout au Québec. Comme mentionné la semaine dernière, la ville de Donnacona va organiser le 28 septembre prochain une journée porte ouverte dans sa nouvelle caserne d'incendie. Toujours située au 655 rue Notre-Dame, la nouvelle bâtisse est occupée par les pompiers de Donnacona depuis environ 2 semaines. L'établissement est au goût du jour avec une station permettant aux pompiers de désinfecter convenablement leur équipement après une intervention. La caserne de pompiers est dorénavant équipée de 5 portes, donc une porte par camion. C'est d'ailleurs la norme maintenant pour avoir une porte par véhicule de nos jours. La journée porte ouverte aura lieu entre 13 et 16 heures. Sur place, il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants ainsi qu'une atmosphère festive. Restons à Donnacona. La compagnie AIM va finalement procéder à d'importants travaux sur le site de l'ancienne papetière, et ce, dès cet automne. On se rappelle qu'en 2023, la compagnie avait présenté son projet de réhabilitation du site pour un éventuel développement résidentiel. Dès le mois de septembre et jusqu'en décembre prochain, des activités préparatoires seront effectuées afin d'entamer les travaux de réhabilitation des terrains près de la rivière Jacques-Cartier. Évidemment, on parle d'installation de bureaux temporaires, sécurisation générale du site et mise en place de surveillance, correction et installation de clôtures périphériques progressivement. Le site sera fermé pour la période hivernale 2024-2025. La réhabilitation, quant à elle, commencera officiellement au printemps de 2025 si les conditions météorologiques le permettent et vont donc perdurer sur une période de 5 à 6 ans. Une plus grande circulation de camions lourds est donc attendue dans le secteur et la Ville recommande et demande aux citoyens de faire preuve de vigilance sur la route et de s'adapter et d'adapter leur conduite. D'ailleurs, la Ville informe que le point d'observation du terrain via le belvédère du papetier situé sur la rue Notre-Dame sera maintenu. Les travaux sur le rang-Saguenay de Saint-Raymond de Port-Neuf se poursuivent. Ces travaux ont débuté quelque part dans la semaine du 9 septembre et se poursuivent, au dire de Saint-Raymond, jusqu'à la fin octobre.
du mois d'octobre, pardon. Pour la semaine prochaine, du 23 au 27 septembre, le rang Saguenay sera complètement fermé à la circulation à partir du numéro civique 837 et jusqu'à l'intersection un peu avant l'accueil Quentin. La Ville mentionne que l'entrave est obligatoire pour procéder au remplacement des ponceaux situés sur le secteur. Un détour par le rang Sainte-Croix est suggéré. Les automobilistes devront passer par le rang dont l'accès se fait à partir de la route 367. Consultez donc les visuels présentés comme vous le voyez maintenant. Et justement, il y aura des panneaux de signalisation un peu partout pour vous aider à bien vous diriger. Plus de 300 personnes ont participé à la 2e édition de la fête d'indépendance du Mexique et du Guatemala le dimanche 15 septembre au Parc des Générations de Portneuf. L'événement organisé par Accès Travail Portneuf en collaboration avec la Ville de Portneuf a débuté avec une marche au flambeau dans les rues du village. Les consuls des 2 pays étaient aussi présents pour ces cérémonies. Vous pouvez le voir là, on a 2 photos à vous présenter à ce sujet. Les participants ont vécu un moment plein d'émotions et de fierté lors de l'hymne nationaux qui ont été joués dans le parc. La célébration s'est poursuivie avec un spectacle de la troupe de danse Ritmo Latino et la dégustation de plats typiques préparés par des bénévoles qui provenaient des 2 pays. On parle de 2 grands gâteaux décorés aux couleurs du Mexique et du Guatemala qui ont été servis aux participants. Et les Portneuvois qui ont eu la possibilité de découvrir des aspects des 2 cultures et de goûter de nouvelles saveurs se sont bien déplacés. Plusieurs organismes étaient aussi présents pour informer les travailleurs de leurs droits et de leurs services. Avec cet événement Accès Travail Portneuf et la Ville de Portneuf tiennent à remercier tous les travailleurs étrangers temporaires qui contribuent au développement de la région et donnent rendez-vous pour l'an prochain pour une autre édition de cette fête. Durant l'hiver 2024, l'usine Alcoa de Deschambault-Grondines a contribué à une formation importante destinée aux femmes qui souhaitent travailler dans le domaine industriel. Cette formation est maintenant terminée et des finissantes sont prêtes à entrer sur le marché du travail. J'ai fait une entrevue avec Maude Grenier des ressources humaines de Alcoa, également avec Karine Tessier, qui est une finissante de cette formation, pour en connaître un peu plus sur l'initiative et sur ce que ça impliquait. On écoute cette entrevue. Alors, on a maintenant une entrevue à vous proposer avec Maude Grenier et Karine Tessier en collaboration avec Alcoa parce que en janvier dernier, Alcoa lançait une formation d'opération d'équipement et on voulait recruter des femmes justement dans cette formation-là. Pour en parler, on les a toutes les 2 en ligne avec nous. Donc, Maude Grenier, bonjour. Bonjour. Et Karine Tessier, bonjour. Bonjour. Maude Grenier, vous êtes conseillère ressources humaines à Alcoa. Et justement, j'aimerais qu'on parle avec vous du but de la formation d'opération d'équipement qui a été lancée en janvier 2024. Oui, donc c'est une formation qui a été offerte, là, c'est de l'alternance travail-études. Dans le fond, c'est un emploi actif là, qui permettait aux filles d'avoir un diplôme d'équipement de production, donc opératrice en équipement de production. C'était en collaboration avec le centre de formation à Shawinigan, puis le centre Le Pont, qui est un centre aussi qui aide les femmes à trouver différents emplois. Donc, l'idée, c'est d'offrir une opportunité à des femmes qui ont envie d'essayer quelque chose de nouveau. On sait que le milieu manufacturier est peut-être un peu méconnu ou en tout cas pas nécessairement si valorisé auprès de la femme. Puis la femme n'ose pas toujours se lancer là, dans une nouvelle carrière. Donc, cette alternative-là permettait à des femmes de pouvoir aller chercher un diplôme et en plus avoir un stage rémunéré. Donc, le 6 mois était 100% rémunéré puis leur permettait de voir si c'était quelque chose qui les intéressait. Karine, vous êtes finissante au programme. Lorsque vous avez vu justement l'annonce pour ce programme-là, qu'est-ce qui vous a intéressé? C'était quoi vos attentes là, au départ? Je trouvais que c'était une super belle opportunité là, pour des femmes qui étaient déjà sur le marché de l'emploi de pouvoir faire un retour aux études, faire un changement de carrière.
Moi, j'avais eu de différentes expériences de travail par le passé où j'avais commencé à faire des opérations d'équipement un petit peu. Quand j'ai vu l'opportunité de pouvoir faire un cours où on mettait vraiment de l'avant cette chose-là, ben, j'ai décidé de me lancer là, pour en apprendre plus puis diversifier un peu mes connaissances. Donc, ça a été un cours où on a appris à faire la connaissance de différentes machines industrielles, à faire le réglage, puis l'ajustement de ces machines-là, là, tout au cours d'un processus de production, dans le fond. Et justement, est-ce que la formation a répondu à vos attentes là, lorsque que vous l'avez suivie? Oui, absolument. Je trouve que c'est une bonne façon aussi de mettre de l'avant la sécurité au niveau des machines pour des personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience en travail manuel ou en travail avec des équipements. C'est une bonne manière là, de s'initier au contact là, des machines puis d'apprendre à savoir comment ça fonctionne là, pour travailler en toute sécurité. Et là, je ne sais pas qui de vous deux peut répondre à la prochaine question, mais au niveau du travail, vous dites que c'est travail-études. Donc, est-ce que les stages ont commencé directement au début de la formation? C'était quoi un peu l'échéancier là, pour cette formation-là? Le premier 3 mois était vraiment au centre de formation. Puis l'autre 3 mois, lui, se retrouvait vraiment en entreprise où là, Alcoa a accueilli les filles là, pour pouvoir manœuvrer les machines puis travailler là, consécutivement là, un bon 3 mois, ce qui a fait en sorte que les deux combinés, ils ont pu recevoir là, leur diplôme, ont leur diplôme en main. Là. Et justement, là, les finissantes qui ont leur diplôme en main, est-ce que, justement, c'était pour le but d'avoir un emploi là, auprès d'Alcoa? Est-ce que les perspectives d'emploi sont bonnes? Là, ou? Effectivement, l'employeur, nous, à Deschambault, on a Manpower, qui est une compagnie qui fournit de la main-d'œuvre. Donc, il y a des perspectives d'emploi via Manpower. Puis, il y a aussi, c'est sûr qu'une fille qui a vécu ce stage-là, une fois qu'on va la passer en entrevue, lorsqu'il y aura des opportunités, bien, on va vraiment savoir qu'elle est toute en connaissance de cause, que porter la botte à cap toute la journée, c'est quelque chose qui l'intéresse, de travailler avec des machines qui sont c'est très, très impressionnant comme milieu. Ça peut même devenir inconfortable parce que c'est de la grosse machinerie, que c'est quelque chose aussi dans lequel elle est confortable. Donc, définitivement, ça donne vraiment un avantage à ces femmes-là. Puis, pour toutes aussi les autres entreprises de toute la région de Portneuf, quelqu'un qu'on sait qui a une facilité avec les différentes machines, bien, on pense vraiment là, que ça leur donne un avantage très, très compétitif. Donc, les femmes qui ont suivi cette formation-là vont avoir, au niveau de l'opération de grosses machineries, justement, là, peut-être un bonus ou un avantage là, pour des perspectives d'emploi, oui, à Deschambault, mais aussi un peu partout dans la région de Portneuf. Au niveau de cette formation-là, est-ce qu'on va souhaiter la refaire dans le futur? Avec le succès connu, dans le fond, effectivement, c'est des choses là, qu'on aimerait bien remettre de l'avant. C'est sûr qu'on travaille avec beaucoup de partenaires, avec le CSMO, qui est le centre de métallurgie aussi, qui encourage fortement ces initiatives-là. Puis il y a aussi nos usines sœurs. On a une usine à ABI, donc qui est à Bécancour, puis on a une usine à Bécomo. Fait que des fois, c'est de travailler ensemble là, pour pouvoir faire connaître le milieu manufacturier au niveau des femmes. Puis oui, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler là, pour les années futures. Super. Maude Grenier, conseillère en ressources humaines, Karine Tessier, finissante du programme. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci à vous. On vous parlait en début d'émission des activités qui auront lieu dans Portneuf ce week-end. Nous allons donc faire le tour. Le symposium Eau en couleur de Rivière-à-Pierre se tiendra ce week-end les 21 et 22 septembre de 11h à 19h. Beaucoup d'artistes seront présents. Un atelier créatif gratuit sera présenté par Luce Théberge le samedi et Monique Bisson le dimanche. Il faut dire que le dimanche, ça se termine vers 16h. Il y aura un tirage des prix et de la toile de l'artiste à l'honneur parmi les billets
vendus sur place. Le symposium fête sa 19e édition cette année et se déroulera encore une fois au magnifique site des Chutes de la Marmite de Rivière-à-Pierre. C'est le grand retour du Festival du lin cette fin de semaine. Avec la journée à succès de la Fête du lin de l'année passée, Saint-Léonard Festif a décidé de ramener la nostalgie avec le Festival du lin sur une durée de 3 jours. Pour en faire profiter à plus de gens et pour la fête du 125e de Saint-Léonard, l'événement sera gratuit pour tous. C'est une fin de semaine bien chargée en activités à laquelle vous allez pouvoir assister en famille. Lors du 21 et 22 septembre, vous pourrez assister aux étapes de transformation du lin ainsi qu'essayer et même participer à ces étapes-là. De plus, cette journée a été jumelée avec la route Art et Saveurs de Portneuf. Le tout sera installé sur le terrain de soccer. Vous pourrez voir et vous procurer des produits d'artisans, dont le Cercle des fermières de Saint-Léonard qui fait le tirage de Catalogne, sous le bleu Vannerie boréale de Marie-Lyne Dupré, et on a également là, Mélanie Savard qui présente d'autres choses culturelles. Pour samedi, c'est un 5 à 7 d'improvisation Portneuf à Louette, que vous connaissez bien ici à CJSR, donc la Ligue qui a un match spécial au Festival du lin le samedi soir. Les soirées musique sous le préau également reprennent. Comme c'était à l'époque du Festival du lin, il y a le Vendredi Punk avec 4 groupes, principalement de Saint-Raymond et ses environs et Saint-Léonard évidemment. Le samedi, c'est plutôt rock avec des vieux de la vieille, également Juste un peu de soleil qui seront là. On dit que les Patates en fleurs seront au rendez-vous pour cette nouvelle édition tant attendu du Festival du lin de Saint-Léonard. Le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse invite les curieux les 21 et 22 septembre pour des portes ouvertes. L'énergie biomasse, c'est une façon de produire de l'énergie à l'aide de rebuts ou de sous-produits biologiques tels que les copeaux de bois. Le centre d'expertise est situé à Saint-Marc-des-Carrières et est dorénavant en opération. À voir, on parle d'un écosystème énergétique régional en opération, un système à la biomasse qui a une capacité de chauffer jusqu'à 25 maisons, un système à 500 kW à la biomasse, on parle de séchage du grain, un système de séchage binergie solaire et biomasse, un autre système de fonte de neige automatisé, machinerie pour la production de biomasse, location de mini-entrepôts chauffés à la biomasse et plusieurs exposants seront sur place pour cette fameuse porte ouverte. Aubert Tremblay, que vous connaissez bien ça, CJSR, sera même présent. Également, nous allons envoyer notre caméraman Arthur Bordelot sur les lieux. Vous allez avoir un reportage là-dessus la semaine prochaine. On parle aussi d'autres activités, une montagne de biomasse, donc de copeaux de bois qui sera disponible même pour les enfants, s'ils le désirent s'y amuser, selon ce qu'on peut lire dans le communiqué de presse. Après plusieurs éditions réussies et complétées, le Festival Nord revient ce week-end à Saint-Raymond du 20 au 22 septembre. C'est toujours dans le secteur de la Vallée-Bras-du-Nord. Et c'est avec le même concept, un grand rassemblement en nature dans une formule tout inclus et sur mesure. Des activités, des ateliers et des conférences seront présentées. Les festivaliers peuvent bâtir leur fin de semaine en choisissant parmi plusieurs activités sportives pour s'initier ou se perfectionner. On parle de canot, de kayak, canyoning, course en sentier, planche à pagaie, yoga, rando, spéologie, via ferrata, vélo de montagne et j'en passe. Ça, c'est des images qu'on pouvait retrouver sur le site web du Festival Nord. Il y a aussi des ateliers escalade de blocs. Il y a aussi planification de menus d'expédition, orientation en forêt, van life, astronomie, mixologie, mécanique de vélo
et j'en passe. Bon, pour les personnes qui veulent parfaire leurs connaissances théoriques et techniques, c'est l'endroit pour tout ce qui est plein air. Plusieurs conférences seront proposées durant le week-end avec notamment les membres de l'expédition Accord 2024 où Stéphane Boisvert qui a marché 650 km en 41 jours en Gaspésie avec un pied en moins. Comme tout bon festival, Nord complète aussi son volet musical. Cette année, c'est le Petit Béliveau qui va enflammer le Grand Chapiteau le samedi soir. Dans le cadre de la 9e édition de la Route des Arts et Saveurs, la Maison Plamondon va accueillir le public. Cette édition se déroule le 21 et 22 septembre, donc encore en fin de semaine. Comme je vous disais, beaucoup d'activités à prévoir dans la région en fin de semaine. En plus d'être un arrêt découverte, la maison accueille 5 membres de la route sur son site. Guylaine Paquette, artisanat tricot, Hazel et chocolat, donc la chocolaterie. Francine Noël, artiste imagière, démonstration de sculpture. Ariane Bussière, artiste peintre, peinture en direct. Et le marché public de Saint-Raymond avec une offre alimentaire qui sera sur place. Vous pouvez également profiter, aller voir sur le site de l'activité pour connaître tout ce qui sera disponible. Il faut dire que pendant la fin de semaine, le public est invité à parcourir pas mal toute la région de Portneuf, Pont-Rouge, Saint-Hubald, la route du fleuve entre Neuville et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Beaucoup de talents locaux seront disponibles lors de cette journée. Au retour de la pause, nous discutons avec Annie Plante du cinéma Alouette qui... son établissement aussi organise une activité en fin de semaine. On va en parler avec une présentation en première d'un film québécois. Restez des nôtres, on en parle juste après la pause. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Alors, le film Le Grand Vide, c'est un film qui sera présenté ce vendredi, donc demain, à l'heure d'enregistrer ce bulletin, au cinéma Alouette. Et avant d'en parler, nous avons un extrait de la bande-annonce à vous présenter. Le voici maintenant. Ça va faire 20 ans, puis t'as jamais rien fait, Elliot, pour tenter de le retrouver. C'est lui qui est parti. C'est à lui à revenir. C'est pas à moi à le chercher. T'es rien qu'un alcoolique à moitié suicidaire. On va te ramasser mort sur le bord de la route, complètement sous. Je pars pour Halifax retrouver mon gars. C'est pas un traître, un menteur qui va m'en empêcher. Vas-tu me donner une drive? Je suis toxique. Ray à Moncton. Il est bien trop jeune pour être dans la rue, lui. Mais Jimmy Den, Yukultipan, Yud Urastokog. On a toujours habité Urastokog. Alors, Annie Plante, qui est copropriétaire du cinéma Alouette, merci beaucoup d'être des nôtres. Merci à toi. Bonsoir. Bonsoir. On se connaît bien, on va se tutoyer, Annie, pour cette entrevue. Donc, le film Le Grand Vide, c'est pas la première fois que le cinéma Alouette accueille la distribution et le réalisateur d'un film. Peux-tu nous parler un peu là, de ce film-là en particulier? En particulier, Le Grand Vide, c'est un film qui est réalisé et produit par Jesse Dupont. C'est un réalisateur qui a fait quand même plusieurs collaborations antérieurement avec d'autres producteurs. Il a fait des longs métrages en anglais, mais là, c'est son premier long métrage en français. Donc, il nous a contactés voir si on avait un intérêt à passer son film. Puis, on a accepté de le passer pour la prochaine semaine. Donc, il va être à l'affiche une semaine de temps. Mais vendredi, le 20, là, c'est ça, on fait une première avec des artistes invités. Ça, c'est un film, justement, là, un peu moins grand public. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, un petit peu moins grand public. Là. C'est plus un film, là, c'est un peu l'histoire. Là, c'est une personne qui est à la retraite, qui a des problèmes avec l'alcool, d'alcoolisme, qui décide de retrouver son fils que ça fait 2 décennies qu'il n'a pas vu.
Puis c'est un film, nous, ça nous intéressait parce que c'est un film qui était tourné au Québec, donc beaucoup dans la région Chaudière-Appalaches. Puis ça s'en va jusqu'au Nouveau-Brunswick. Fait que oui, il y a le Québec, mais il y a un petit peu aussi certaines différences. Là, ouais, c'est ça. Bien, toujours en français, là, bien sûr. Là. Fait qu'il y a plusieurs surprises à découvrir là, dans ce film-là. Et là, justement, je pense qu'il y a 3 des acteurs principaux qui seront là. Exact. Et il y a aussi, bon, le réalisateur, lui, sera là. C'est pas la première fois que vous faites ça. Accueillir, justement, là, les gens les artisans qui font les films, ça doit être quelque chose de gros pour vous. Ça doit être une fierté quand même de les accueillir dans votre salle. Bien, c'est des beaux défis. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que la clientèle, la population répond présent là, aux événements. Fait que ça, c'est vraiment... Ça nous fait plaisir de voir que ça répond quand même à plusieurs clients. Là. Et justement, ça avait quand même fait beaucoup parler, là, justement à la fin de l'été, le film 1995 de Riccardo Troggi. Vous avez réussi à avoir Riccardo Troggi et l'acteur, j'oublie son nom, l'acteur principal qui était là aussi. Oui. Bon, comment vous faites pour aller chercher, c'est quand même des gros noms, là. Oui, bien soit ça dépend, tu vois, dans le cas du film Le Grand Vide, c'est eux qui nous ont contactés. Fait que là, vendredi prochain, on va avoir François Léveillé, Louise Portal et Jean Drolette, en plus du comédien, du réalisateur Jesse Dupont. Ouais. Mais l'autre fois, c'est Éminol, la compagnie de films, là, qui nous avait contactés, voir si on avait un intérêt à faire des choses comme ça. Mais c'est un petit milieu, ça se parle. Fait qu'on a de l'intérêt et qu'on embarque là, dans ces choses-là. Et surtout quand ils voient que la population répond, bien, eux, ça les incite aussi à revenir, là, à faire découvrir le produit. Oui, et justement, ça s'était super bien passé là, pour 1995. Je pense que vous avez fait ça le comble. Oui, oui. Ouais. C'est fun, ça. Vous, Annie, vous êtes dans... toi et Marco, vous êtes justement propriétaire du cinéma depuis 2019, je pense. Exact. Donc, vous avez vécu la pandémie. Là, est-ce que vous voyez là, que l'engouement du cinéma dans la région est encore bien présent? Oui, c'est encore très bien présent là, dans la région ici. On a nos créneaux, si on veut, de population. Les films pour enfants, les films québécois, c'est des choses qui marchent très fort. Là. Mais oui, la population, là, elle nous appuie fortement. Là. On est quand même choyés là, de ce côté-là. Et les films d'animation, j'imagine, ça marche encore super fort. Hein? Bien, on a eu, durant l'été, Sans dessus-dessous 2, là, c'est un film d'animation non québécois, là, mais quand même, il y a... Lui aussi, là, il est quand même très bien performé. Et vous êtes quand même bien impliqué dans la région. Il faut penser à la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette qui, ici, CJSR est en collaboration avec vous. Moi, ce que je veux savoir, là, Annie, des choses comme ça, pourquoi c'est important pour vous, que vous êtes une entreprise, d'être impliqué dans la région comme ça, là, à Saint-Raymond? Bien, je pense que toute entreprise, c'est de voir le besoin du public puis d'y répondre. Puis des fois, on fait des tentatives sans connaître le résultat. Puis on est agréablement surpris jusqu'à maintenant là, des résultats. Nous, on est en affaires juste depuis 2019, donc on a eu la COVID, donc on a... Ça donne un coup, oui. C'est ça, on n'a quand même pas beaucoup d'années d'expérience derrière nous dans ce milieu-là. Fait qu'on fait des essais, puis quand ça répond présent, bien, nous, ça nous encourage à continuer. Puis c'est ça. Le cinéma, c'est le fun, c'est quelque chose qui est toujours positif. Les gens sont toujours heureux de venir. Puis en plus, avec la ligne d'impro, bien, c'est gratuit les lundis soirs. Ouais, exact. Fait que les gens peuvent arriver, quitter, soit n'importe quand. Là, fait que ça, c'est quand même le fun. Puis il y a une clientèle de tout âge qui se développe aussi à travers ça. Fait que, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de cliché là, versus la ligne d'impro. On a des jeunes comme des plus vieux. Fait que ça, je trouve ça le fun à voir, là, ces choses-là. Donc, on relance l'invitation. Est-ce qu'il reste des billets disponibles pour le Grand Vide? Il y en a à vendre sur lepointdevente.com jusque demain 18h. À 18h, on arrête le point de vente. Le reste, ça va être disponible seulement au guichet du cinéma. Mais présentement, il y en a au guichet du cinéma et sur lepointdevente.com. Eh bien, Annie Plante, je te remercie d'avoir été des nôtres. Et évidemment, on va avoir l'occasion de se reparler. Un caméraman de CJSR va d'ailleurs être là pour voir votre événement. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de l'invitation. Et pour ma part, je retourne justement à ma station pour poursuivre les nouvelles. Annie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on poursuit à Info CJSR.
pour parler de plusieurs choses. Et d'ailleurs, c'est au niveau de la Sûreté du Québec. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties. La saison de la chasse est bel et bien commencée. La Sûreté du Québec qui désire rappeler certains conseils essentiels aux chasseurs qui seront de plus en plus nombreux à s'adonner à cette activité, qui est de plus en plus pratiquée également dans le secteur de Portneuf. Les chasseurs qui utilisent une arme à feu doivent avoir un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu valide et en respecter les conditions. Ils peuvent entreposer et transporter leurs armes à feu de façon sécuritaire et manipuler leurs armes à feu de façon prudente. Tout chasseur doit aussi se conformer à la réglementation municipale entourant la chasse et s'assurer d'avoir tout l'équipement et les connaissances nécessaires pour circuler en milieu isolé et de manière sécuritaire. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du Québec et communiquer avec le Bureau de contrôle des armes à feu explosifs au 1800 731 4000. Niveau de la sécurité routière encore avec la Sûreté du Québec, il y a des arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies. Les policiers des MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier ont procédé à cette arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue au courant de la dernière semaine. Les arrestations se sont déroulées dans les municipalités de Portneuf, Pont-Rouge, Donnacona, Saint-Raymond, Sainte-Brigitte de Laval et sur l'autoroute 40 près du kilomètre 279 dans le secteur de Neuville. 4 hommes et 3 femmes âgées entre 23 et 65 ans ont été arrêtés par les policiers. On note que parmi ces arrestations, 4 sont survenues suite à une sortie de route ou une collision, dont une en VTT. De plus, 3 des contrevenants ont échoué d'éthylomètre avec un taux d'alcool dans le sang 2 fois supérieur à la limite permise par la loi. Au niveau des opérations de sécurité routière, le 11 septembre de minuit à 24 heures, en fait à minuit, dans une journée, en fait, c'est tenu une opération de sécurité routière dans tout le district qui est la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Portneuf, donc, évidemment, en collaboration avec les contrôleurs routiers. L'objectif était de mettre l'emphase sur les problématiques en matière de sécurité routière des différentes unités. Les policiers ont donc opéré dans les sites accidenténogènes, donc où il y a plus d'accidents, des territoires. Ils ont travaillé en lien avec les principales causes de collisions mortelles, conduite imprudente et excès de vitesse, port de la ceinture, conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et ou la drogue, inattention et distraction au cellulaire. Au total, pour la région, en fait pour l'ensemble de la grande région de la capitale nationale, c'est 522 constats d'infraction qui ont été donnés aux automobilistes, dont près de 400 ni plus ni moins pour excès de vitesse. Les policiers de Pont-Rouge ont grandement contribué à cet effort en remettant plus de 140 constats d'infraction. Depuis, ils ont tenu 2 opérations en collaboration avec des agents de contrôle routier sur l'autoroute 40 à Neuville, sur la route de Fossambeau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier également. Pour les grands excès de vitesse, les policiers de la MRC de Portneuf ont capté un homme de 19 ans de Saint-Raymond alors qu'il circulait à 54 km/h sur la route 365 à Saint-Basile. La limite de vitesse est établie à 90 km/h dans ce secteur. Un constat d'infraction assorti d'une peine de 864 $ et 10 points d'inaptitude lui a été remis. Le permis de conduire du jeune de 19 ans a été suspendu pour une période de 7 jours. Parlons maintenant de police de proximité. Le 15 septembre dernier, la sergente Jessica Ouellette, coordonnatrice locale en police communautaire, ainsi que les cadets du poste de Portneuf, étaient eux aussi au parc de dégénération de Portneuf, qu'on a parlé un peu plus tôt, pour participer à une activité de célébration de la fête de l'indépendance du Mexique et du Guatemala, organisée par Accès Travail Portneuf en collaboration avec la municipalité
municipalité de Portneuf. Cette célébration se voulait une façon de remercier les travailleurs étrangers pour leur contribution dans la communauté. La programmation comportait une marche au flambeau, des plats typiques, des activités et des jeux pour tous, une exposition photographique avec les expériences des travailleurs de la région de Portneuf et une troupe de danse folklorique latine. Les représentants de la Sûreté du Québec en ont profité pour tenir un kiosque. Alors, au retour de la pause, on parle du Métal Perro de Donnacona. Restez des nôtres. Alors, bonsoir Maxime. Bonsoir Nad. Après un an d'existence, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est devenue une référence dans la grande région de Portneuf. Coudon, t'as sorti ton vocabulaire distingué? Mais c'est important, Maxime, si nous voulons avoir des joueurs de qualité dans nos équipes. Ah! Tu parles du recrutement, là? Ouais. On est présentement à la recherche de nouveaux joueurs pour venir se joindre à notre ligue. Alors, comme je disais, nous sommes une référence. OK. Donne-moi ça, là. Je vais m'en occuper. On cherche des improvisateurs qui sont disponibles les lundis soirs pour toute la saison d'automne qui va se terminer en décembre. Donc, si tu es un joueur expérimenté, tu ne l'as jamais essayé, tu as le goût de t'amuser, viens te joindre à nous. Oui, mais ça va être important de participer aux ateliers qui seront le 9, 16 et 23 septembre prochain au bureau de CJSR, donc à l'adresse 235 rue Saint-Cyril, le bureau 3. Ah! C'est à l'ancienne pharmacie. Voilà. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Merci. Bonne saison. Le Métal Perro de Donnacona commence tranquillement à se préparer pour la prochaine saison. Et justement, plusieurs joueurs anciens ont confirmé leur retour au sein de l'organisation. Le Métal Perro, là, qui fait beaucoup d'annonces dernièrement sur ses réseaux sociaux pour parler à ses partisans. Donc, on parle d'Alexandre Roy, Étienne Arsenault, donc deux grands gaillards qui ont confirmé leur retour. Bon, évidemment, ils s'ajoutent avec Gaudreau, Binet-Beaupré et Carignan qui, eux aussi, avaient annoncé un peu plus tôt dans le mois leur retour. Il faut dire aussi que les matchs ont commencé dans le club senior, mais c'est des matchs qui demeurent avant la saison. Là. Ce ne sont pas des matchs officiels. Le Métal Perro qui commence tranquillement à pouvoir faire leur match. Et dans le match dont je vous parle, c'est quand même une très belle preuve de force des troupes dirigées par le directeur général, M. Luc Thibault. Un pointage de 6-3 qui a été annoncé. D'autres signatures se poursuivent pour le Métal Perro. En fait, c'est Jérémy Girard qui revient avec l'organisation. Donc, l'organisation a confirmé le retour de l'attaquant de puissance Jérémy Girard. Ça a été une absence d'un peu plus d'une saison. C'est une blessure et après une chirurgie, Jérémy qui peut revenir il veut aider l'équipe dans tous les aspects de son jeu. Alors, il ne veut pas justement se réabsenter. Il sera donc de retour. Et au niveau de l'organisation, on est bien content de voir que Jérémy Girard est revenu. Le Métal Perro poursuit les événements. En fait, un autre match hors saison est présenté. Et ce match-là, c'est donc demain à 20h30. Donc, c'est le club de Beaupré là, qui va affronter Donnacona. Donc, ça commence tranquillement pour le hockey professionnel de la LHSSQ, donc la Ligue de hockey senior 3S du Québec. Ça s'en vient pour les matchs. Je vous parle rapidement avant la fin du bulletin de l'improvisation Portneuf-Alouette qui va revenir très bientôt. On a eu il y a quelques minutes Annie Plante du cinéma Alouette qui était là. En fait, le premier match pour la nouvelle saison de la IPA est prévu pour le 30 septembre. Les 4 équipes vont jouer donc 2 demi-matchs pour vous. Donc, toutes les équipes vont montrer leur nouveau talent parce que de nouveaux joueurs ont rejoint les rangs de la IPA qui a réussi justement à gagner en popularité encore une fois durant la saison estivale avec des matchs qui surviennent
entre la saison, donc des matchs spéciaux. Et justement, il y en a un autre match spécial pour la Ligue d'improvisation Portneuf Alouette au Festival du Lin de Saint-Léonard ce samedi. Donc, c'est gratuit, c'est à ne pas manquer. Et les matchs commencent en fait le 30 septembre à 19h. C'est gratuit au cinéma Alouette. Ensuite, CJSR va pouvoir rediffuser l'entièreté de ces matchs-là pour l'émission de la saison 3. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous laisse là avec quelques nouvelles pour le bingo. C'est une nouvelle animatrice qui va animer le bingo dimanche à CJSR à partir de 18h. Donc, vous êtes invités à pouvoir regarder tout ça. Merci beaucoup à nos invités qui se sont déplacés. Merci à Arthur, à Philippe, à Tony pour leur aide à la technique. La semaine prochaine, une entrevue avec Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est à ne pas manquer. Je vous souhaite un bon week-end.